bonsoir chers téléspectateurs et merci de vous joindre à nous encore une fois pour votre émission hebdomadaire Zoom sur. Ce soir, nous consacrons cette émission aux résultats et des enjeux également de la visite du chef du gouvernement du Royaume d'Espagne et de la présidente de la Commission européenne. Cette visite met en lumière des enjeux cruciaux, nous en parlerons ce soir, auxquels la Mauritanie est confrontée, des attentes liées à la coopération internationale entre ces entités. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Alors j'ai ce soir l'honneur d'avoir avec moi Dr Ndianor Haroun, qui est le chargé de mission au cabinet du ministre de l'économie et du développement durable. Également avec nous Dr El Mustafa Sidi Mohamed, qui est le conseiller économique au ministère de l'économie. Merci également d'être avec nous ce soir monsieur Mohamed Abdahman Didi, directeur général adjoint des stratégies et des politiques de développement au ministère de l'économie et du développement durable. Merci messieurs de nous accompagner ce soir pour parler de cette visite. Alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quelles sont vraiment les attentes et quels sont les objectifs et les enjeux de cette visite de ces deux personnalités dans notre pays? Merci madame, bonsoir chers téléspectateurs. D'abord nous tenons à remercier la TVM pour l'opportunité qui nous est offerte pour un peu présenter les résultats de la visite effectuée conjointement par le Premier ministre du Royaume d'Espagne et la présidente de la Commission européenne en Mauritanie. Donc il s'agit d'une visite importante qui dénote en fait de l'attachement de l'Union européenne et de l'Espagne à la stabilité économique de la Mauritanie. Voilà. Donc je pense que cette visite a permis de mettre en exergue le rôle de leadership que joue du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans un environnement international marqué par plusieurs incertitudes, dont notamment la crise du Sahel, qui est multidimensionnelle. C'est un problème d'insécurité, de montée en fait des tensions. Voilà. Donc après, il y a l'autre aussi, cette visite aussi a permis aussi de mettre en valeur en fait la vision du président de la République à travers la mise en œuvre des politiques, notamment la perche qui a été tendue à l'opposition dans le cadre d'un dialogue constructif. Et aussi, il y a aussi le programme qui a été mis, le programme relatif au filo social, qui a été mis en place à travers Taazur, donc pour ne pas laisser une partie de la population sur la route. Voilà, donc à titre d'illustration, par exemple, le budget de l'État en 2023 était de l'ordre de 55,6 milliards de mairies. Donc en 2024, on est passé pratiquement à 108,3 milliards de mairies, soit une augmentation de pratiquement de 95%. Donc on sait que la partie sociale constitue une partie importante dans la politique de l'État mauritanien et que le président de la République souhaiterait vraiment associer et prendre en compte toute la problématique liée aux filets sociaux. Voilà. Nous reviendrons sur cet aspect-là tout à l'heure, si vous permettez, M. Ndianor, pour compléter un peu l'importance que revêt aujourd'hui cette visite ici en Mauritanie. M. Dr Moustapha, parlez-nous de l'importance vraiment et des enjeux, des résultats justement après ces visites. Est-ce que nous en attendons? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et remercier les téléspectateurs de la chaîne mauritanienne. Comme l'a signalé mon collègue, cette visite d'une délégation de haut niveau donc, de l'Union européenne montre donc c'est une reconnaissance de la bonne vision du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, et les politiques mises en œuvre par la Mauritanie ces dernières années. Comme vous savez, notre pays dispose donc d'importantes ressources naturelles et des forts potentiels économiques dans différents domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, les hydrocarbures, l'industrie extractive, etc. Et notre pays ambitionne d'être un hub dans le domaine de l'énergie verte. Ces perspectives économiques prometteuses de croissance et de développement économique donc, nécessitent encore de surmonter quelques difficultés ou défis multiformes. À titre d'exemple, le taux de pauvreté et de chômage relativement élevé, la qualité des infrastructures donc, mérite d'être améliorée, l'offre donc, de financement insuffisante à moyen et à long terme pour vraiment diversifier
notre économie et évidemment les risques sécuritaires externes, notamment la situation instable dans la zone du Sahel. Et évidemment, à cela s'ajoutent les défis liés à la migration irrégulière et le flux des réfugiés. Pour répondre à votre question, les résultats escomptés de cette visite sont tout d'abord de préserver les intérêts légitimes de notre pays à travers la définition précise donc, des engagements réciproques entre la Mauritanie et l'Union européenne et en deuxième lieu, donc l'obtention de ressources financières consistantes pour, sous forme évidemment d'appui budgétaire pour accélérer donc, le processus donc, de développement économique et social dans notre pays et évidemment d'attirer davantage des investisseurs européens pour bien exploiter donc, les potentialités économiques dont dispose notre pays. Alors, M. Mohamed Abdelrahman, vous êtes le directeur général adjoint des stratégies et politiques, donc vraiment cette visite est aussi importante. Tout ce qui en est sorti est très très important pour vraiment aujourd'hui nos stratégies de développement et politique pour développer le politique d'Irak, pour développer le pays. Effectivement. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers téléspectateurs. Donc, tout d'abord, je remercie la TVM d'avoir nous invités. Cette visite de haut niveau de la présidente de la Commission européenne et du Premier ministre espagnol montre une fois de plus l'attachement de l'Espagne et de l'Union européenne à la stabilité et au développement de la Mauritanie, ainsi qu'aux valeurs communes que nous partageons. C'est ainsi pour rendre hommage au leadership du président de la République, son Excellence, M. Mohamed El Shahrazouani, dans un monde marqué de multiples crises et de turbulences, dans une région qui connaît beaucoup de défis et de crises, instabilité et insécurité, tensions sociales, crise économique, montée de la violence. Les dirigeants européens sont venus pour rendre hommage à la vision du président de la République et les politiques mises en œuvre, car la Mauritanie constitue un pôle de stabilité dans une région marquée par l'instabilité. Revenons pour aussi la stratégie menée par la Mauritanie a montré son efficacité. La Mauritanie a actuellement enregistré un taux de croissance au-dessus de la moyenne régionale, malgré les multiples crises telles que la crise ukrainienne, la crise de Covid-19, l'instabilité dans la région du Sahel et les conflits au Proche-Orient. Donc le pays enregistre un taux de croissance supérieur à la moyenne de la sous-région. En plus aussi, notre modèle social est devenu très convoité par tous les pays de la sous-région. Nous avons un registre social qui est très efficace et nous avons une politique sociale aussi qui a été citée comme exemple dans la sous-région. Donc tous ces caractères aujourd'hui soutiennent un petit peu l'importance de cette visite et aussi ce qui motive également cette visite, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. J'aimerais que nous en parlions aujourd'hui. Quels sont les accords signés aujourd'hui par la Mauritanie et l'Espagne d'abord? Très bien. Les accords avec l'Espagne portent sur une enveloppe globale de presque de 260 millions d'euros. Donc ces 260 millions d'euros sont ventilés comme suit. Donc il y a des accords portant sur un montant de 60 millions qui sont destinés vraiment à soutenir la promotion d'une économie diversifiée avec des impacts en termes de croissance et de création d'emplois. Vous avez aussi, comment dirais-je, un développement du capital humain, un renforcement du développement capital humain, puisqu'on sait que le capital humain, c'est le principal actif d'un pays. Et voilà. Et puis le troisième point, c'est par rapport à l'amélioration de la gouvernance dans toute sa dimension. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux accords qui ont été signés, les 60 millions. Enfin, après, en face de cela, il y a des engagements, c'est une enveloppe globale de 200 millions d'euros, qui sont destinés notamment, pour le financement des études de faisabilité des projets, et pour exactement soutenir tous les projets qui ont un caractère, comment dirais-je, vert, et aussi apporter un appui, une assistance en termes d'assurance crédit pour les promoteurs de projets qui opèrent dans l'économie verte.
Alors, cette enveloppe ou ces enveloppes qui ont été signées aujourd'hui, si je comprends bien, le développement vert, et aussi, mais il y a d'autres caractères quand même, parce qu'il y a encore un autre accord, qu'on appelle un accord cadre entre la Mauritanie et l'Espagne. Est-ce que nous pouvons revenir un petit peu sur cet accord-là? Oui. Donc, pour répondre à votre question concernant cet accord cadre entre la Mauritanie et l'Espagne, il s'agit d'un engagement de 200 millions d'euros où l'Espagne mettra donc ce montant pour appuyer les entreprises espagnoles au cours de 5 prochaines années pour faciliter les investissements en Mauritanie. En détail, on peut détailler ces 200 millions d'euros. Une première composante entre 60 et 85 millions d'euros, donc des prêts pour financer des projets verts, un montant de 15 millions d'euros sous forme de dons. Donc, pour réaliser des études de faisabilité pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables où notre pays dispose de potentialités énormes. Donc, ce sont des ressources bas carbone qui sont très sollicitées par les investisseurs européens et la Mauritanie dispose donc de potentialités énormes dans ce domaine-là. Et un montant entre 75 et 100 millions d'euros pour fournir des assurances crédits pour les investisseurs espagnols. Je voudrais ajouter, préciser que l'Espagne, aujourd'hui, joue un rôle extrêmement important, un rôle majeur pour plaidoyer auprès de l'Union européenne pour que la Mauritanie donc, avoir un financement significatif, consistant. Et donc, voilà, donc, en grosso modo, donc, le contenu de cet accord cadre. Parce qu'il y a encore un autre compte, enfin, de l'accord sur la résolution, si je ne me trompe pas, des défis de la migration clandestine et des réfugiés des communautés accueillies par la Mauritanie. Concernant la question relative au contenu de l'accord sur la résolution des défis de la migration irrégulière des réfugiés et des communautés accueillies par la Mauritanie, j'aimerais faire un retour sur la participation de la Mauritanie au Forum mondial sur les réfugiés à Genève qui s'est déroulé du 13 au 15 décembre 2024, dont les objectifs étaient en premier lieu d'alléger la pression sur les pays d'accueil, partage de responsabilités, secondo, de renforcer l'autonomie des réfugiés, éducation, emploi, protection sociale. Et un troisième objectif avait consisté d'élargir l'accès aux solutions dans des pays tiers afin de favoriser les conditions d'un retour dans le pays d'origine en sécurité et dans la dignité. À cette occasion, la délégation de haut niveau conduite par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et du Développement durable, a présenté l'expérience en matière d'accueil et de la prise en charge des réfugiés maliens en Mauritanie. Cette expérience s'est caractérisée par une politique d'ouverture à l'égard des réfugiés. Depuis 2012, comme vous le savez, la majorité des réfugiés s'est installée dans les camps qu'on appelle les camps d'Emberra, dans la Muqata'a de Besknou, où les autorités mauritaniennes ont mis en place un mécanisme d'accueil et d'hébergement et de protection et d'accès aux services de base avec l'aide des partenaires. D'autres réfugiés sont enregistrés dans plusieurs localités dans la région de l'Hod-Sharqi, vivant avec des populations hautes, ce qu'on appelle actuellement hors camp. En vertu du cadre légal en vigueur de la Mauritanie, ces réfugiés sont libres de circuler sur l'ensemble des territoires, ce qui n'est pas appliqué dans d'autres camps, dans d'autres pays limitrophes ou dans d'autres pays aussi qui ont de réfugiés. Cette expérience mauritanienne a suscité l'intérêt de nos partenaires et nous a valu des félicitations à l'ensemble de la communauté internationale. Malgré cette réussite aussi, la Mauritanie fait face à un certain nombre de défis liés au changement climatique et la situation géopolitique de la sous-région du Sahel. En dépit de cet état de fait, le gouvernement mauritanien est déterminé de créer les conditions permettant aux réfugiés de contribuer au développement socio-économique durable, de vivre en paix avec les communautés d'accueil, d'être résilients, autonomes. Cela s'est traduit par des engagements qui ont été formulés par le gouvernement lors de ce forum mondial important, qui sont inclure les réfugiés dans le système national d'éducation et assurer leur accès effectif aux écoles publiques, poursuivre l'inclusion des réfugiés dans le dispositif de protection sociale, assistance, assurance marché
du travail, au même titre que les nationaux d'ici 2027, poursuivre l'adaptation des planifications du camp d'Emberra à une installation humaine intégrée adaptée au climat d'ici 2027. Ces engagements sont très coûteux. La Mauritanie a sollicité ses partenaires techniques et financiers pour appuyer la Mauritanie pour la mise en œuvre de ces engagements. Avant d'aborder la deuxième thématique, la migration, j'aimerais faire une distinction entre les migrants et les réfugiés. Les réfugiés, c'est celui qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité, alors que les migrants ne font pas face à tel obstacle en cas de retour. Donc, le cadre mauritanien en matière de migration a été renforcé, qui s'inspire largement des traités nationaux signés par notre pays. Dans ce cadre, on peut citer d'exemple la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants qui a été signée par la Mauritanie en 2016 et celle de Niamey en 2018. L'adoption du pacte mondial pour les migrants, la migration sûre, ordonnée et régulière en 2018. Dans le même prolongement, des mesures ont été aussi prises localement, parmi lesquelles la régularisation accordée à tous les étrangers présents sur le sol national pour un délai de 3 mois à titre gratuit en 2022. En outre, la durée de validité de la carte de séjour pour les étrangers a été fixée à 5 ans au lieu d'1 an pour faciliter leur insertion dans le pays d'accueil. On peut noter aussi que depuis 2018, le ministère de la Santé facilite l'inclusion des étrangers, des migrants dans les systèmes de santé publique, qui ont été également inclus dans la campagne de vaccination contre la COVID-19. Pour l'éducation aussi, une circulaire du ministère de l'Intérieur a permis aux centres de public, les écoles, d'admettre tous les enfants en âge scolaire sans distinction. Donc c'est dans ce contexte que l'Union européenne a annoncé le financement d'un important programme qui porte sur 250 millions d'euros, axé sur la migration, de la sécurité des réfugiés, l'emploi et la formation professionnelle et un appui budgétaire qui sera utilisé en fonction des priorités communes. Maintenant, plus précisément concernant les volets migration, la composante dénommée répondre aux enjeux de la migration et des réfugiés et des communautés hautes en Mauritanie a fait l'objet d'un accord entre les deux parties et dont les objectifs peuvent se résumer comme suit. D'abord, renforcer l'accès des réfugiés et des communautés hautes aux services sociaux de base au niveau socio-économique, renforcer les capacités de gestion financière maritime et de recherche et sauvetage et protection des migrants en mer sur les côtes, lutter contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains et renforcer la protection des migrants demandeurs d'asile de réfugiés. En conséquence, l'État mauritanien, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde une importance au renforcement des relations de la Mauritanie avec les pays voisins et le reste du monde, en simplifiant les procédures administratives pour les ressortissants étrangers et en leur facilitant l'accès aux services garantis par le droit international conformément à nos valeurs d'accueil et d'hospitalité. Nous pouvons dire, pour résumer, que les accords que nous avons aujourd'hui, que ce soit avec l'Union européenne ou le Royaume d'Espagne, aujourd'hui avec d'autres mêmes partenaires internationaux, c'est grâce aujourd'hui aux politiques qu'adopte le pays, qu'adopte le gouvernement mauritanien en termes de sécurité, en termes de transparence aujourd'hui et aussi en termes de politique de développement économique. Exact, tout à fait. En fait, moi, je voulais juste rajouter un petit point par rapport à compléter un peu les propos de mon collègue. C'est qu'il y a lieu de déconstruire une idée reçue, comme quoi la Mauritanie est un espace de transit. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que la Mauritanie, non seulement elle est un espace de transit, elle fait l'objet d'une immigration de résidence. Donc les gens, quand ils viennent, ils y restent pendant un certain bout de temps. Ils viennent pour rester. Donc ce qui entraîne forcément des coûts, des dépenses qui sont engagées. Donc forcément, ça va impacter le budget de l'État. Donc je pense que cette précision est importante à apporter. Donc je pense que tout l'accompagnement qui est fait par l'Union européenne, c'est pour permettre à la Mauritanie de faire face à ce flux migratoire et justement pour pouvoir aussi mettre en place, offrir un cadre qui permettrait aux migrants
désireux de s'installer, au moins de s'insérer, de trouver un emploi qui les permettrait, par exemple, d'apporter leur contribution à l'effort de développement économique national. Parce que nous avons un autre objectif de l'accord, par exemple, intitulé « Réunissons ensemble plutôt en Mauritanie », signé par le ministère, justement, avec l'Union européenne. Effectivement, l'accord dénommé « Réussir ensemble en Mauritanie » porte une enveloppe de 20 millions d'euros, voilà, tout à fait, qui s'articule autour de 3 composantes. Donc la première composante, elle est chargée d'améliorer les aptitudes et les compétences des migrants et des chômeurs qui sont en recherche d'emploi. La deuxième composante permet d'améliorer l'accès des migrants potentiels et des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Et la troisième composante, c'est de permettre aussi à cette catégorie de la population d'avoir accès à l'information qui leur permettrait, par exemple, d'avoir accès au marché du travail, en même temps de saisir les opportunités, d'être au fait des opportunités et aux risques liés à l'immigration. Voilà. Je pense que c'est le soubassement en fait, de cet accord-là qui intitulé Réussissons tous ensemble. Voilà. Mais également, est-ce que tous ces accords aujourd'hui dont bénéficie la Mauritanie également et tout ce qui jalonne ces accords-là, est-ce qu'après il y a un plan d'action qui va être établi ou qui a déjà été établi justement aujourd'hui avec ces financements que nous recevons de l'Union européenne ou même de l'Espagne? Je prends la parole. Bon, allez-y. Je crois que, juste avant de répondre à votre question, je voudrais confirmer que cette visite-là, c'est un attachement à la Mauritanie, des résultats réalisés ces dernières années, parce que la Mauritanie a mis en place des stratégies à moyen et à long terme qui visent à promouvoir la croissance économique et d'attirer davantage les investisseurs, quels qu'ils soient nationaux ou étrangers, parce que c'est le secteur privé qui est le levier de la croissance et le moteur de la croissance économique. Il y a eu ces dernières années plusieurs réformes. On peut citer par exemple la création de l'agence de promotion d'investissement en Mauritanie, la création du Haut Conseil de l'investissement présidé par son Excellence Président de la République, et évidemment des réformes en termes donc, de code de passation de marché, à titre d'exemple. Dans le même cadre encore, dans l'objectif de diversifier les sources de croissance économique et de diversifier notre base économique, il y a eu plusieurs stratégies sectorielles qui ont été élaborées ces dernières années. On peut citer, à titre d'exemple, la stratégie d'industrialisation à l'horizon 2030. Nous venons d'actualiser la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et donc tout ça, c'est pour créer les conditions nécessaires pour une croissance économique inclusive et durable. Le plan d'action, donc, je vous rappelle qu'il s'agit jusqu'à présent des engagements. Donc, une fois ces engagements donc, sont concrétisés, donc, le gouvernement mauritanien donc, se prépare à un plan d'action qui vise vraiment d'optimiser, de rationaliser donc, ces dépenses. Docteur, vous parliez tout à l'heure de la stratégie mauritanienne en termes de développement également. Et quels sont les objectifs aujourd'hui de coopération stratégique justement entre la Mauritanie, l'Espagne et l'Union européenne? Alors, juste pour rappeler ici que la coopération stratégique entre la Mauritanie et l'Union européenne et l'Espagne vise plusieurs objectifs qui s'inscrivent dans un cadre plus large appelé le cadre de Cotonou. Ce cadre-là est reposé sur 3 piliers: un dialogue politique, des relations commerciales et une coopération au développement économique. En ce qui concerne le premier pilier, qui concerne le dialogue politique entre le gouvernement donc, des pays et l'Union européenne et les États membres, c'est un dialogue régulier organisé entre donc, les 2 parties. D'ailleurs, il y aura une réunion bientôt au cours de cette semaine-là, donc une rencontre entre la partie mauritanienne et la partie européenne pour discuter davantage donc, les principaux, donc échanger sur les principaux sujets d'intérêt commun comme le droit de l'homme, la gouvernance économique et financière, et l'éducation, la santé
et d'une manière générale, c'est les perspectives économiques et financières en Mauritanie. Le deuxième domaine de cette coopération stratégique, c'est les relations commerciales sur les domaines commerciaux. Vous savez, l'Union européenne, c'est un partenaire, l'un des principaux partenaires de la Mauritanie. Et nous avons un accord qui date de quelques années, l'accord de la pêche. Et donc, les relations commerciales entre la Mauritanie et l'Européenne, ce sont d'excellentes relations, c'est un partenaire incontournable. Et donc, cette coopération-là va certainement booster les échanges commerciaux entre la Mauritanie et l'Union européenne. Le dernier pilier de cet accord de Cotonou, c'est l'aide au développement, qui est souvent composé de dons, qui porte sur le soutien des projets prioritaires alignés sur nos priorités, tels qu'inscrits dans la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP, qui s'appuie sur 3 leviers stratégiques: la croissance inclusive et durable et diversifiée, l'accès aux services de base et la promotion du capital humain, et la gouvernance dans ses différentes dimensions économiques, financières, administratives et voire environnementales. Et donc, dans le même cadre, la Banque européenne d'investissement appuie donc quelques opérateurs économiques en Mauritanie, comme la SNIM, les opérateurs de télécommunications, les banques nationales, pour vraiment accorder donc des crédits aux petites et moyennes entreprises pour contribuer à la lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes. Et prochainement, donc, la Banque d'investissement européenne va soutenir la ligne de haute tension entre Nouakchott et Néma. Alors, nous parlions tout à l'heure des opportunités, des potentialités, des ressources également naturelles et opportunités d'investissement pour le pays, pour les pays de l'Union européenne. Quelle opportunité ou quelle ressource ou quel investissement, parce que vous parlez également, docteur El Moustapha, de la pêche, mais revenir un petit peu sur les potentialités, les ressources naturelles, les opportunités d'investissement qu'offre la Mauritanie. Effectivement, cette question est tellement importante parce que notre dynamique de croissance s'appuie depuis l'indépendance sur les ressources naturelles. Donc, c'est le secteur des ressources naturelles qui tire la croissance. Donc, toute croissance économique et développement se base sur l'exploitation des ressources naturelles. Leur poids est tellement important dans l'économie qui représente environ 20% du secteur extractif plus la pêche, représente 20%, et c'est ce secteur qui tire l'économie nationale. Donc, c'est ce secteur qui est sous-exploité, inexploité, on peut dire. Donc, c'est pour cela que les autorités mauritaniennes ont mis en place une agence de promotion des investissements en Mauritanie, qui s'appelle la PIM, qui est la structure chargée de la politique nationale dans le domaine de la promotion des investissements. Son objectif est de mettre en place des mécanismes permettant d'accroître les capacités productives du pays, la création d'emplois, créer l'opportunité des investissements, notamment dans le secteur productif. L'ambition affichée par la PIM, affichée par les différentes stratégies aussi, telles que la SCAP, c'est de valoriser le potentiel de croissance dont dispose le pays et faire du secteur privé le secteur moteur de la création de la richesse. Plusieurs leviers sont actionnés à cette fin, notamment le secteur extractif qui recèle d'importantes potentialités minières avec plus de 900 indices miniers et minéraux répertoriés notamment pour le fer, le cuivre, l'or, les phosphates, le quartz, les éléments, les terres rares, le sable noir, les sels. Donc les territoires de mer, cependant, relativement sous-explorés. Les réserves minières sont estimées pour le fer, par exemple, à plus de 1,5 milliard de tonnes, pour l'or à plus de 25 millions d'onces, le cuivre à environ 28 millions de tonnes de minerais et 1,14% de ténèbres. Les phosphates à plus de 140 millions de tonnes
à 25%. Le quartz à plus de 11 millions de tonnes. Le sel, plus de 245 millions de tonnes. Le gypse, plus de 6 milliards de tonnes. Les ressources en hydrocarbures sont de grands potentiels encore inexploités en Mauritanie. Tout dernièrement, nous avons le projet gazier Grand Tortue à Ahmeyim qui constitue les plus importantes découvertes de gisements de gaz estimés à 450 milliards de mètres cubes. Les premières phases de production sont prévues fin 2024-2025. Plusieurs autres gisements de taille moyenne et faible, pétroliers et gaziers, ont été découverts en offshore du pays. Grâce aussi à la qualité, à l'abondance de notre ressource halieutique, nous avons un fort potentiel pour développer dans le domaine de la pêche. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, nous avons d'énormes potentialités solaires et éoliennes et des vastes superficies. Enfin, nous avons un ambitieux programme d'hydrogène vert qui intéresse beaucoup les pays de l'Union européenne. Donc tout ceci, tout ce que nous avons comme potentialité aujourd'hui, comme ressources naturelles et opportunités, constitue vraiment, disons, un Eldorado pour les investisseurs aujourd'hui, le pays, la Mauritanie. Effectivement, il reste encore de lever certaines contraintes, sur le plan économique, c'est-à-dire réduire les coûts des facteurs tels que l'énergie, le transport, pour permettre de notre pays d'être compétitif. Donc tout un tas de politiques à entreprendre aujourd'hui pour que ce soit vraiment l'idéal pour les investisseurs aujourd'hui. Nous avons également parlé du Global Gateway. Donc quelles sont les opportunités qu'offre justement le Global... Mais qu'est-ce que c'est déjà le Global Gateway pour la Mauritanie? Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu de rappeler en quoi consiste la stratégie du Global Gateway. En fait, c'est une stratégie qui a été initiée en 2021 par l'Union européenne et qui a pour objectif principal de mobiliser des ressources de financement à hauteur de 300 millions d'euros. Ça, c'est pour à destination des pays émergents et des pays d'Afrique, et dont 50%, soit 150 millions d'euros, est destiné au financement de l'Afrique. Donc, ces stratégies du Global Gateway, elles concernent principalement 5 secteurs. Il y a le numérique, l'énergie et le climat, la santé, le transport et enfin l'éducation nationale. Voilà, l'éducation. Donc, pour la Mauritanie, l'Union européenne est disposée à financer certaines infrastructures liées à l'hydrogène vert. C'est en l'occurrence la route Nouakchott-Nouadhibou. Il y a aussi le financement des lignes d'extension de 1400 km entre Nouakchott et Néma. Et aussi le financement d'une centrale, je crois que des centrales de 50 kW à Kifa. Voilà. Donc tous ces aspects, tous ces éléments sont prévus dans le cadre du Global Gateway et qui seront financés par l'Union européenne. Donc Global Gateway, c'est en somme pour aujourd'hui, pour que les téléspectateurs puissent comprendre certains termes techniques aujourd'hui, c'est pour permettre aujourd'hui de relier plusieurs routes au niveau de la Mauritanie? Oui, en fait, l'objectif ultime du Global Gateway, c'est de mobiliser en fait des financements. Donc, aussi bien du secteur public, de la part secteur que du secteur privé. Donc, l'enveloppe à mobiliser est de 300 milliards d'euros. Vous convenez avec moi que c'est significatif en termes de montant et que la partie dédiée à l'Europe concerne les 50% des 300 millions. Soit à peu près 150 millions d'euros. Donc l'objectif, c'est de financer en fait des projets qui sont liés à certains secteurs que je viens de lister tout à l'heure, en l'occurrence le numérique, le climat et l'énergie, le transport, la santé et enfin l'éducation. Voilà. Donc tous ces éléments, c'est pour permettre aux économies africaines de se mettre à niveau. Puisque l'investissement, la croissance est tirée par l'investissement. Donc du coup, avec les effets induits que ça pourrait entraîner, donc ça pourrait un peu permettre à ces économies-là d'atteindre un certain niveau de maturité. Voilà. Aujourd'hui, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, M. Ndianor, comment expliquer, parce que vous avez parlé également de l'énergie tout à l'heure, comment la Mauritanie compte-t-elle exploiter justement son potentiel aujourd'hui en énergie renouvelable et son programme de développement d'hydrogène vert, vous en parlez également au début de l'émission?
Tout à fait. C'est juste pour rebondir à mon collègue concernant ce mécanisme-là de Global Gateway, il s'agit brièvement de mobiliser les financements pour ce qu'on appelle les infrastructures de soutien à la croissance économique, quelle que soit l'éducation, la santé, le numérique, et j'en passe. Donc, il vise à vraiment mobiliser les financements nécessaires pour développer les infrastructures de soutien à la croissance économique. Alors, pour répondre à votre question, donc, la Mauritanie a un programme de développement d'hydrogène vert parce que notre pays se prépare à une transition énergétique au niveau national et au niveau international par l'exploitation de son potentiel énorme dans le domaine des énergies renouvelables. À cet égard, la Mauritanie donc, se positionne comme un hub pour les énergies donc, bas carbone, ce qu'on appelle l'énergie verte et l'hydrogène vert. Les potentialités techniques de la Mauritanie sont estimées à environ 4000 gigawatts. J'ai dit bien 4000 gigawatts. Donc c'est beaucoup. Dont 500 gigawatts peuvent être développés immédiatement. Mais ça demande des infrastructures, ça demande des investissements colossaux. Et donc, l'objectif de cette visite de la délégation européenne, c'est vraiment d'aider la Mauritanie d'assurer une transition énergétique juste. Et surtout, donc, de montrer aux investisseurs européens que l'hydrogène vert, les énergies renouvelables de manière générale en Mauritanie ont un avenir donc, très prometteur. Donc, comme vous savez, l'Union européenne a un déficit énergétique énorme. Et donc, l'investissement dans l'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène vert en Mauritanie, peut donc combler ces déficits-là. Et donc, l'Union européenne vont certainement exploiter les opportunités offertes par la Mauritanie dans ce domaine. J'en profite, la Mauritanie se prépare à justement cette transition en hydrogène vert. Est-ce que la Mauritanie est prête? Nous sommes sur la bonne voie. Donc, les mix énergétiques aujourd'hui, c'est entre 55 et 60%. L'objectif, c'est de l'augmenter d'ici 2030. Donc, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, avec l'attraction des investisseurs étrangers, donc nous arrivons certainement à nos objectifs en termes de mix énergétique. Donc, ce qui constitue aujourd'hui pour la Mauritanie un autre potentiel aujourd'hui pour les investisseurs européens notamment. Tout à fait. Alors, quel est l'engagement aujourd'hui de la Mauritanie envers la stabilité, la sécurité et le développement durable collectif dans la région du Sahel? Parce que j'estime que c'est quand même un pôle important aujourd'hui, surtout pour les Européens. Effectivement, la Mauritanie est très engagée pour la stabilité, la sécurité et le développement durable collectif dans la région du Sahel, même aussi en interne. Donc la Mauritanie actuellement constitue un pôle de stabilité dans une région marquée par l'instabilité. Donc le président, son Excellence, Monsieur le Président, ne cesse de prôner la consolidation de la paix et la promotion du dialogue entre les différentes parties prenantes. En plus, donc la Mauritanie n'a cessé de prôner une politique de rapprochement avec les pays au niveau de la région du Sahel. Donc au niveau interne aussi, la Mauritanie, on peut citer notamment le climat d'apaisement et d'ouverture politique qui a permis d'instaurer un dialogue sain qui assure la représentativité de l'ensemble des forces politiques et la promotion d'un discours ouvert, bannissant toute forme d'exclusion et de marginalisation des autres. Aussi une politique sociale que le président a toujours attachée à une grande importance à la solidarité et le soutien des citoyens les plus vulnérables pour ne laisser personne de côté. Dans ce cadre, on peut citer notamment les programmes de Tazur, tels que le transfert monétaire, qui constitue à augmenter, à se développer avec de nombreux instruments, de même la politique sociale, la sécurité alimentaire, l'aide aux réfugiés et la protection sociale. Aujourd'hui, tous ces pôles-là constituent vraiment aussi disons un pôle aussi d'investissement et aussi une attraction aujourd'hui pour la Mauritanie en termes d'investisseurs, en termes d'investissement et de financiers et même de partenaires sociaux. Effectivement,
la stabilité et la paix, c'est une condition nécessaire pour les investissements, surtout l'investissement étranger. Donc un pays qui n'est pas stable, elle ne peut pas attirer des investissements. Donc c'est une condition nécessaire. C'est pour cela que la Mauritanie déploie tous ses efforts pour le maintien de cette paix et de cette stabilité au niveau national pour permettre un développement économique et social. Sans la paix, sans la stabilité, on ne peut pas faire un développement. Monsieur Nialan, Dr Nialan, je me tourne vers vous concernant aujourd'hui les domaines où la Mauritanie aujourd'hui compte vraiment sous le soutien de l'Union européenne et de l'Espagne. Oui, en fait, merci madame, mais je tiens d'abord à préciser que notre département n'est pas lié aux problématiques sécuritaires. Bon, il y a d'autres départements, je pense, qui sont... Voilà. Mais vous favorisez quand même ce climat d'apaisement et ce climat vraiment aujourd'hui pour attirer les investisseurs. Voilà, effectivement, mais justement pour rejoindre mes collègues par rapport à la promotion en fait, du climat des affaires, parce que la promotion du climat des affaires, elle est multidimensionnelle. Elle est aussi bien financière, économique, judiciaire, juridique. Donc je pense que c'est tous les éléments, ce sont tous ces ingrédients-là qui feront que les investisseurs seront attirés par la destination Mauritanie. Voilà. Mais une des questions fondamentales, c'est d'abord la stabilité. Puisque d'abord, c'est la stabilité et la paix. Ensuite, les autres aspects viendront se greffer à la stabilité et à la paix. Voilà. Mais justement, pour répondre à votre question, c'est que ces accords signés avec l'Union européenne et l'Espagne, ou bien les engagements de financement qui seront transcrits dans les faits, permettront, du point de vue économique, une mise à niveau du tissu productif national, puisque les locomoteurs en fait, de la croissance économique, ce sont les secteurs productifs. Donc c'est le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des mines, de l'énergie, et j'ajouterais même le tourisme. Donc ce sont des secteurs qui sont des gisements de croissance et en même temps ça permet de créer de l'emploi. Je pense qu'avec le soutien que, en fait le gage, moi je dirais que le gage de sécurité et d'engagement que l'Union européenne et l'Espagne apporteront à la Mauritanie, je pense que ça pourrait permettre à notre pays de rattraper un peu le gap, je dirais le gap de développement, le gap de financement qui manque pour que l'économie puisse être compétitive, quoi, j'allais dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est important parce que je pense que ça fait partie quand même des accords signés par l'Union européenne ou avec l'Espagne, ce climat d'apaisement aujourd'hui, ou ce hub vraiment important que la Mauritanie joue aussi dans l'apaisement du climat au Sahel. C'est quand même aussi une question très importante. Tout à fait, tout à fait. Mes collègues ont signalé les liens entre le développement et la sécurité. Je voudrais ajouter encore d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes. C'est la vision et la confiance dans les politiques publiques. Mais ces dernières années, la Mauritanie donc, a mis en place un ensemble donc, de stratégies sectorielles et une stratégie nationale. Donc ces stratégies-là sont cohérentes et donc rassurent les investisseurs et créer les conditions donc, pour vraiment booster le secteur privé, parce que nous sommes conscients dans une économie donc ouverte, dans une économie du marché, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance et des créations d'emplois. La sécurité est un élément indispensable pour vraiment une vision, pour que les investisseurs s'engagent dans un projet quelconque. La Mauritanie donc, joue un rôle incontournable dans la sous-région. Elle essaye donc à travers sa diplomatie donc de vraiment de gérer donc et surtout de gérer ses frontières et surtout encore vient en aide au pays donc en difficulté. L'exemple de soutien du Mali ces derniers temps, donc c'est un exemple. Donc, parce que quand je parle également de sécurité, je parle aussi à la sécurité aujourd'hui pour les investisseurs, la justice qu'il faut, la loi qu'il faut également aujourd'hui pour que ces investisseurs soient quand même apaisés, sécurisés, se sentent vraiment voilà que c'est un pays qui est très accueillant concernant
les lois, concernant la justice, concernant aussi les droits, ce qui fait qu'aujourd'hui que ça attire davantage les investisseurs. Tout à fait. Ce que nous avons appelé donc le climat des affaires, donc avec ses différentes composantes. Et donc il faut une justice, il faut des infrastructures de qualité, il faut une éducation main-d'œuvre de qualité beaucoup. Tout ça donc on rentre donc dans et une ressource humaine également qui puisse un petit peu répondre. Donc le rôle de l'éducation du capital humain, c'est indispensable vraiment pour attirer les investisseurs. Moi, oui, pour compléter. Je voulais juste rajouter, en fait, puisque l'investisseur, il est animé par un souci de rentabilité. Donc quand un investisseur vient investir dans un pays, il a certainement envie que le retour sur l'investissement soit beaucoup plus important que la mise de départ. Donc cela suppose qu'il y ait un environnement propice et que notamment l'aspect juridique et judiciaire est important. Si par exemple l'investisseur a un litige avec un de ses partenaires, qu'il soit mauritanien, il ne faudrait pas que la justice se penche du côté mauritanien. En fait, donc voilà, il faut une certaine équité. Donc tout ça, c'est des signaux qu'on peut envoyer aux investisseurs pour rendre le pays beaucoup plus attractif. Quoi. Voilà. Donc c'est ce que nous appelons, nous, le climat des affaires. Comme je disais tout à l'heure, il est multidimensionnel. Donc il est aussi bien juridique, infrastructurel, économique, financier. Donc c'est tous ces éléments réunis qui pourront un peu attirer les investisseurs vers la destination Mauritanie. Voilà. Donc je crois que c'est important. Et il y a aussi l'aspect ressources humaines que vous avez parlé, parce que c'est le principal actif. Donc plus on a d'où l'importance de miser vraiment sur l'éducation de la population. Vous voulez compléter? Surtout la formation professionnelle. Je vais compléter un peu. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, la Mauritanie vient d'adopter un plan d'action sur la gouvernance économique et financière avec le FMI et la Banque mondiale, suite à un diagnostic qui a été réalisé par le Fonds monétaire international. En plus, nous viendrons aussi d'adopter une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui est accompagnée d'un plan d'action très détaillé. Tout ça, c'est pour améliorer la gouvernance, améliorer la transparence, parce que si un environnement gangréné par la corruption, il sera hostile à l'installation des investisseurs. Donc ça, c'est un élément. Nous avons aussi les états généraux de la justice avec une feuille qui ont été organisés avec une feuille de route où le gouvernement est en train de mettre en place. Donc il y a un ensemble de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires, comme l'a cité mon collègue tout à l'heure, avec la mise en place d'un conseil supérieur de la magistrature, aussi présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc c'est une question très importante pour le gouvernement. Et c'est une question qui conditionne le développement économique du pays. Sans investissement, il n'y a pas de croissance. Parce que le premier levier pour créer de la richesse, c'est l'investissement. L'investissement, surtout l'investissement étranger, qui apporte avec lui une expertise et une valeur ajoutée. Parce que nous avons reçu dernièrement quand même la visite du président, du directeur du FMI pour le pôle Afrique du Nord et également Asie. Donc tout ça, c'est quand même des signaux aujourd'hui qui montrent que nous sommes peut-être sur la bonne voie concernant le climat des affaires ou climat propice aujourd'hui aux investisseurs. Tout à fait. Et à cette personnalité, j'ai ajouté la visite l'année dernière du président de la BAD, Banque Afrique de Développement, le président de l'AFC, la Société financière internationale qui est membre du groupe de la Banque mondiale. Donc, juste pour vous dire que vraiment, les grandes institutions financières internationales apportent un intérêt à la Mauritanie et c'est le résultat de la confiance dans les politiques menées ces dernières années dans le pays. Aujourd'hui, au terme de cette visite, quels sont les avantages attendus justement sur le renforcement de la coopération entre la Mauritanie, l'Espagne et l'Union européenne, pour toutes les parties, pour les trois parties? Pour répondre à votre question, donc, et pour relever les défis que j'ai tantôt signalés, tels que la pauvreté, le chômage, la sécurité alimentaire, la Mauritanie donc, vise à diversifier les bases de son économie
afin de réaliser un taux de croissance annuel supérieur à 5%. Nous jugeons que ce taux-là est nécessaire pour vraiment accélérer la réduction de la pauvreté et du chômage des jeunes. Mais réaliser ce taux-là donc nécessite des investissements. Et certainement, c'est le secteur privé qui peut vraiment apporter ce concours-là. Les avantages entendus donc, de cette visite, de manière générale, sont multiples. D'abord, en soutien à l'exploitation optimale de nos potentialités économiques pour réaliser notre objectif de 5%, ou voire plus par an, comme taux de croissance. L'augmentation donc des ressources financières mobilisées par nos partenaires européens et pour diminuer vraiment les pressions sur les budgets de l'État. Donc les budgets de l'État, comme l'a dit mon collègue, a été augmenté ces dernières années et donc on a besoin de vraiment diversifier donc, les sources de financement de notre budget et évidemment le financement dans les infrastructures de soutien de la croissance. Les routes, l'éducation, l'électricité, bref, pour réduire vraiment le coût de production, les facteurs de production en Mauritanie. La route Nouakchott-Nouadhibou, la ligne de haute tension Nouakchott-Néma sont des exemples de projets que nous attendons donc vraiment de cette visite-là. Et je voudrais préciser que le financement annoncé lors de cette visite d'environ 500 millions d'euros est sans précédent. C'est un montant pour la première fois donc, annoncé par l'Union européenne. Et ce montant-là, c'est un montant indépendant des financements qu'accorde déjà l'Union européenne. D'accord. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez ajouter aux téléspectateurs aujourd'hui pour montrer vraiment l'importance, nous en avons parlé tout au long de cette émission, mais aujourd'hui, le caractère assez spécial aujourd'hui de cette visite ou de ces visites dernièrement que nous avons reçues et aujourd'hui le climat propice aux affaires en Mauritanie et tout ce qui a été fait dans ce sens-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs aujourd'hui pour appuyer justement l'importance que revêt vraiment ce qui se passe dernièrement en Mauritanie en termes de développement durable, en termes de stratégie et de politique mise en place. Nous allons faire rapidement autour de table parce que le temps nous rattrape. Je vais commencer par vous, Monsieur Ndianor. Oui, en fait, justement, pour attirer un peu les téléspectateurs, en disant que je crois que le train est sur le bon rail, quoi, si vous passez l'expression, et que sous le guide éclairé du président de la République, je pense que tous les signaux vont à l'actif de la Mauritanie, puisque c'est vrai, on vient de loin. Mais je pense qu'il y a un effet de rattrapage qui s'est fait durant ces 4 dernières années. Et voilà, je pense qu'avec toute l'amélioration de l'environnement des affaires, qui permet un peu de mieux vendre la destination Mauritanie auprès des investisseurs étrangers, et tous les signaux positifs que la Mauritanie donne à l'égard auprès en fait, des investisseurs, je crois que tout ça va contribuer aussi à donner de la confiance à la population. Et puis il faudrait aussi se dire, ne pas oublier qu'il y a des quantités importantes de gaz et de pétrole qui ont été aussi découvertes à la frontière avec notre pays frère, le Sénégal. Je pense que l'exploitation de tout ce potentiel-là pourrait permettre à la Mauritanie de faire l'économie d'une certaine... En fait, l'effet de rattrapage va se faire jouer, puisque ça nous permettra de mettre en place les infrastructures qui permettront de soutenir la croissance économique. Et je pense qu'il faut être optimiste, il faut finir avec une note positive et faire passer le message. Et je pense que c'est en réalité, les faits parlent en leur faveur, en fait. Et puis je pense que tous ensemble, quand nous arrivons à mettre ensemble nos synergies, et que l'un de mes collègues a parlé tout à l'heure de la formation professionnelle, je pense qu'avec l'hydrogène vert, il n'y a pas que l'hydrogène vert, il y a aussi tout le contenu local. Donc c'est toutes les prestations qui gravitent autour de l'hydrogène vert en termes de sous-traitance. Ça demandera par exemple une mise à niveau de la population des PME, parce qu'on sait que
la population, en fait, le tissu productif national, il est composé à plus de 90% de PME-PMI. Et c'est cette catégorie d'entreprises-là qui crée de la croissance. Voilà, elle génère en fait de la croissance, elle est créatrice d'emplois, elle a beaucoup de vertus salvatrices. Donc je pense que parmi les contraintes, d'ailleurs, je me le permets, parmi les contraintes justement auxquelles sont confrontées cette catégorie d'entreprises, il y a la problématique du financement qui constitue une problématique endémique. Donc je pense que le gouvernement en est conscient. D'ailleurs, il y a un fonds de garantie pour permettre aux PME d'accéder au crédit, parce que généralement, quand les PME s'adressent aux banques, les banques, généralement, elles ont une attitude patrimoniale. Donc voilà, donc ils disent que la PME n'a pas les garanties suffisantes pour permettre de rembourser en fait ces prêts. Donc, je pense que la mise en place de ce fonds de garantie permettra, aux PME d'accéder au financement, et deux, d'accéder au financement long, parce que ce sont les financements longs qui peuvent financer l'investissement. Or, généralement, les crédits qu'accordent les banques, ce sont des crédits à court terme pour financer du long terme. Donc, quelque part, il y a un déséquilibre d'endettement. Or, l'une des règles de l'orthodoxie financière, c'est qu'il faut financer du long terme avec du long terme, du court terme avec du court terme. Donc, je pense que tous ces éléments réunis, je pense que permettront à la Mauritanie un peu de sortir la tête de l'eau. Et voilà, je pense que les signaux sont positifs. Et sur le guide éclairé du président de la République, je pense que on est sur la bonne voie. Voilà, on est sur la bonne voie. Docteur El Moustapha, pour compléter. Et juste pour dire que malgré le contexte régional et international difficile ces dernières années, les perspectives économiques à Mauritanie sont très prometteuses. Nous sommes en train de jeter les bases d'une croissance économique solide, diversifiée, inclusive et surtout créatrice d'emplois. Parce que nous sommes conscients que c'est la qualité de la croissance économique qui compte. Il ne faut pas que l'on ait un taux de croissance de 7%, de 2%, de 5%. Il faut un taux de croissance soutenu et dont les sources sont diversifiées. Et évidemment, la dimension encore changement climatique et développement durable, c'est une dimension qui est extrêmement importante, c'est imposée. Donc, nous sommes en train de prendre en compte cette dimension-là. Et je voudrais juste rassurer vos téléspectateurs qu'avec un peu de patience, nous arrivons à nos objectifs, Inch'Allah. Alors, M. Mohamed Abdelrahman, en termes de stratégie aujourd'hui, de développement aussi durable, aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs aujourd'hui pour votre note de fin? Effectivement, on a parlé beaucoup de croissance économique, c'est important, mais aussi nous avons la promotion, le renforcement du capital humain qui est aussi important. Nous avons une société très jeune, avec une dividende démographique où la Mauritanie a ouvert une fenêtre depuis 1989, que si elle est bien utilisée, si elle est bien, on peut générer de la croissance à travers l'exploitation de cette dividende démographique. Alors que de l'autre côté de l'Europe, nous avons une société, ils ont déjà consommé leur fenêtre depuis longtemps, et nous avons une société vieillissante de l'autre côté. Donc c'est un atout que nous avons si on veille que notre population soit une population qui profite d'une éducation de qualité et qui bénéficie d'une offre de santé aussi de qualité. Cette population-ci, si l'économie peut générer des emplois pour elle, elle peut être un atout pour notre économie. Donc le capital humain aussi, c'est très important. Et nous avons des programmes ambitieux pour le développement du capital humain en Mauritanie, tels que l'autonomisation des femmes, qui est très important. Nous avons aussi des politiques pour l'emploi des jeunes et l'employabilité des jeunes, dont l'Union européenne finance une grande partie et l'Espagne. Donc, c'est des chantiers qui sont ouverts. Nous avons, comme a dit mes collègues, que nous avons de bonnes perspectives avec la prochaine production de gaz qui s'annonce bientôt. Et nous avons des fondamentaux solides de notre économie. Nous avons les grands équilibres macroéconomiques sont assurés. Nous avons des finances publiques assainies. Nous avons la réduction de la dette aussi a été
réalisé grâce à la restructuration de la dette à cause de la politique aussi veillante de nos autorités. Nous avons passé d'un pays à haut risque en termes d'endettement à un pays à risque modéré. Donc c'est des atouts. Si on arrive à l'exploiter, on peut faire un saut qualitatif pour notre économie et réaliser les objectifs que nous avons assignés dans le cadre de la SCAP. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Abdelrahman Didi. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint des stratégies et politiques de développement au ministère de l'économie. Merci également à vous, Monsieur Dr El Moustapha Sidi Mohamed, conseiller économique du ministre de l'économie et du développement durable. Merci également de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, Dr Ndianor Haroun, chargé de mission au cabinet du ministre de l'économie et du développement durable. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs, également de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle également qui nous ont également accompagnés et bonne soirée.